Content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer au traitement détaillé d'un exercice sur la génétique mendélienne, c'est-à-dire la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Cet exercice pourrait intéresser toutes les filières, à savoir les deuxièmes années SVT, les deuxièmes années PC et aussi les deuxièmes années Sciences Maths. Donc, comme vous savez maintenant, ce type d'exercice entre dans le cadre de la deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Et donc, on va l'appliquer sur le chapitre Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On se voit après l'introduction. Voici notre exercice en entier pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Passons rapidement aux détails. Certaines races de maïs, ou Zea maïs, le nom scientifique, sont caractérisées par leur résistance à la maladie du charbon causée par un champignon, mais leur taille est naine. Une autre race est par contre géante, mais sensible à cette maladie. Pour obtenir une race géante et résistante à la maladie, on a cherché à déterminer les lois de la transmission de ces caractères en effectuant les croisements suivants. Donc, premier croisement, on croise une race P1 de maïs naine et résistante et une race P2 géante et sensible, et on obtient une génération F1 composée de plantes de maïs toutes naines et sensibles. Voir document 1. Voici le document 1 qui permet de se faire une idée sur les caractères étudiés. Les questions. La première question, déduisez le mode de transmission des caractères étudiés. Donc le mode ou bien les lois de transmission des caractères. Deuxièmement, écrivez le génotype possible de F1. Petit a, dans le cas où les gènes répondent à la troisième loi de Mendel. Petit b, dans le cas où ils constituent une exception à cette loi. Notons que les gènes étudiés ne sont pas liés au sexe. On nous demande d'utiliser les lettres suivantes pour représenter les allèles. Exploitons le premier croisement. Qu'est-ce qu'on a croisé? Une race P1 naine et résistante avec une race P2 géante et sensible. Et donc, premier point à signaler, on étudie la transmission de deux caractères. La taille du maïs et la sensibilité ou bien la résistance à la maladie. Et donc, il s'agit d'un dihybridisme. On étudie la transmission de deux caractères héréditaires. On nous dit que ce croisement a donné une génération F1 composée de maïs tous naines et sensibles. C'est-à-dire que F1 est homogène ou bien uniforme. Et donc, on peut déduire que les parents sont de race pure ou bien de lignée pure. La première loi de Mendel a été vérifiée. Enfin, on voit que F1, la génération F1, a pris le phénotype naine de la race P1 et le phénotype sensible de la race P2. Et donc, on peut dire que les maïs F1 sont toutes naines. Donc, l'allèle responsable du phénotype naine est dominant. On va le noter N majuscule. Et l'allèle responsable du phénotype géante est récessif. On va le noter G minuscule. De même, puisque F1 sont toutes sensibles, l'allèle responsable du phénotype sensible est dominant, on va le noter S majuscule, et l'allèle responsable du phénotype résistant est récessif, on va le noter petit r. On peut maintenant répondre à la première question. Il s'agit d'un cas de dihybridisme dans lequel on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, la taille du maïs et la résistance ou la sensibilité à la maladie. Deuxième point, la génération F1 est homogène ou bien uniforme. Les maïs ont tous le même phénotype. On déduit que les parents sont de lignée pure ou bien de race pure, c'est-à-dire homozygote. La première loi de Mendel est donc vérifiée. Les maïs de la première génération F1 étant tous nains, on déduit que l'allèle responsable du phénotype nain est dominant et l'allèle responsable du phénotype géant est récessif. Enfin, les maïs de la première génération F1 sont tous sensibles à la maladie du charbon, donc l'allèle responsable du phénotype sensible est dominant.
par rapport à l'allèle responsable du phénotype résistant qui est récessif. Passons à la deuxième question et rappelons l'énoncé de cette question. Écrivez le génotype possible de F1 dans deux cas, petit a dans le cas où les gènes répondent à la troisième loi de Mendel et petit b dans le cas où ils constituent une exception à cette loi. Alors qu'est-ce que ça veut dire les gènes répondent à la troisième loi de Mendel? Rappelez-vous que la troisième loi de Mendel dit l'indépendance des couples d'allèles. Ça veut dire que les gènes, tout simplement, sont indépendants. Donc la troisième loi de Mendel s'applique quand les gènes sont indépendants. Alors dans petit b, il constitue une exception à cette loi. Donc exception à la troisième loi de Mendel, ça veut dire que les gènes sont liés, ils ne sont pas indépendants. Donc on doit écrire le génotype dans le cas où les gènes sont indépendants et on doit écrire le génotype dans le cas où ils seraient liés. Alors préparons notre réponse à la question numéro 2. Pour arriver jusqu'à F1, on est obligé de passer par les parents. D'abord P1 qui est naine résistante, donc de phénotype grand N petit r, et elle est de race pure d'après le premier croisement. Alors si elle est de race pure, ça veut dire qu'elle est homozygote pour N et homozygote pour petit r. Donc dans son génotype, on va trouver deux allèles grand N et deux allèles petit r. Même chose pour P2, elle est géante et sensible. Donc son phénotype c'est petit g grand S. Elle est également de race pure, c'est-à-dire homozygote pour G et homozygote pour S. Donc son génotype contiendrait deux allèles petit g et deux allèles grand S. Enfin, pour F1, la première génération, dans son phénotype, c'est naine et sensible. Donc grand N et grand S, mais elle est de race hybride, elle n'est pas de race pure. C'est-à-dire qu'elle est hétérozygote pour les deux gènes, et donc elle contiendrait l'allèle grand N et l'allèle petit g, l'allèle grand S et l'allèle petit r. Par conséquent, si les gènes répondent à la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire s'ils sont indépendants, portés par deux chromosomes différents, leur génotype serait grand N petit g sur deux chromosomes homologues, représentés ici en rouge, et petit r grand S sur deux autres chromosomes homologues, représentés ici en vert. Si maintenant les gènes sont liés, ils ne répondent pas à la troisième loi de Mendel, donc la première partie de notre raisonnement resterait la même, et le génotype s'écrirait sur deux chromosomes homologues uniquement, grand N petit g, et sur les mêmes chromosomes petit r grand S. Donc il faut veiller à écrire sur un même chromosome grand N avec petit r, et sur l'autre chromosome petit g avec grand S. Alors on peut répondre maintenant à la deuxième question. Les maïs de la génération F1 descendent de parents de race pure. Ils sont donc hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes, portent deux allèles différents pour chaque caractère. Si les gènes répondent à la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire s'ils sont indépendants, le génotype de F1 s'écrit donc grand N petit g sur deux chromosomes et petit r grand S sur deux autres chromosomes. Petit b, si les gènes ne répondent pas à la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire ils sont liés, c'est-à-dire portés par un même chromosome. Dans ce cas, leur génotype s'écrit grand N petit r sur un chromosome, petit g grand S sur le deuxième chromosome homologue. Deuxième croisement, on croise les maïs naines et sensibles de la génération F1 entre eux et on constate l'apparition de quatre phénotypes différents, deux parentaux et deux recombinés, parmi lesquels le maïs géant et résistant ne représente que 0,25%. Pour expliquer ces résultats, on a réalisé la carte factorielle montrée dans le document 2 et l'électronographie, c'est-à-dire photomicroscope électronique, du document 3 qui illustre un phénomène génétique se déroulant lors de la transmission des caractères étudiés. Voici les deux documents, document 2 et document 3. Document 2, carte factorielle des gènes étudiés. Document 3,
électronographie des chromosomes au cours de la transmission des deux caractères. Troisième question, expliquez en exploitant les documents 2 et 3 la formation de 4 phénotypes différents à l'issue de ce croisement et déduisez la distance entre les deux gènes étudiés. Exploitons le deuxième croisement. On nous dit qu'on a croisé F1 naine sensible avec F1 naine sensible également. Et donc il s'agit d'un croisement entre deux hybrides. Ce n'est pas un croisement test ou test cross ni un back cross. On nous dit également que ce croisement a donné 4 phénotypes différents. Et puisqu'on est dans le cas d'une dominance complète pour les deux caractères, les 4 phénotypes possibles sont les suivants. Donc naine sensible, NS, naine résistante, NR, géante sensible, GS et géante résistante, GR. Mais on ne nous a pas donné les pourcentages, sauf pour la géante résistante. Et donc ce croisement a donné 4 phénotypes différents, obligatoirement 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés, avec des proportions ou des pourcentages inconnus, sauf pour la dernière, 0,25%. Donc pour qu'il y ait 4 phénotypes différents, 2 parentaux, 2 recombinés, il faut qu'il y ait un brassage des allèles. Mais est-ce qu'il s'agit d'un brassage intrachromosomique ou interchromosomique? On ne peut pas déterminer avec précision jusqu'à présent. Exploitons le document 2. Qu'est-ce qu'on observe? Un chromosome non sexuel, c'est-à-dire un autosome, et à gauche la distance en centimorgans entre ces différentes parties. Sur le chromosome, on voit en bleu le gène contrôlant la résistance ou bien la sensibilité aux champignons, et en rouge le gène contrôlant la taille du maïs. Et donc on voit que les deux gènes étudiés sont portés par le même chromosome, qui est un chromosome non sexuel ou bien un autosome. Donc on peut déduire qu'il s'agit de deux gènes liés, autosomaux, liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. D'autre part, on voit que le gène contrôlant la résistance se trouve à une position qui correspond à 8 centimorgans, alors que le gène contrôlant la taille se trouve à la position 18 centimorgans. C'est-à-dire que la distance entre les deux gènes est de 10 centimorgans. Donc si la distance entre les deux gènes est de 10 centimorgans, ça veut dire que la fréquence de recombinaison, ou bien le taux de recombinaison est de 10%. C'est-à-dire que les types recombinés représentent 5% chacun. Alors, dans le document 3, l'électronographie montre deux chromosomes homologues bichromatidiens entre lesquels se trouvent des chiasmas. Alors voici le premier chromosome que j'ai représenté en bleu et le deuxième en rouge. Et chacun est composé de deux chromatides. Donc on observe deux chromosomes homologues bichromatidiens entre lesquels se trouvent des chiasmas. Le phénomène qui se passe au niveau de ces chiasmas est le crossing over, c'est-à-dire l'échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues. C'est ce qui va conduire au brassage intrachromosomique. Et donc d'après les documents 2 et 3, on peut dire que c'est grâce au brassage intrachromosomique que chaque hybride peut former 4 types de gamètes avec les proportions suivantes. Alors on commence avec les types recombinés, grand N, grand S, 5%, et petit g, petit r, 5%, d'après les distances qu'on a calculées dans le document 2. Et donc combien il va rester pour les types parentaux? 45% pour N, grand N, petit r, et 45% pour petit g, grand S. Répondons maintenant à la troisième question dans laquelle on nous demande d'expliquer, en exploitant les documents 2 et 3, la formation de 4 phénotypes différents à l'issue de ce croisement et déduisez la distance entre les deux gènes étudiés. On constate dans le document 2 que les deux gènes étudiés, c'est-à-dire le gène responsable de la taille du maïs et le gène responsable de la résistance à la maladie, sont portés par le même chromosome non sexuel, c'est-à-dire l'autosome. Ils sont donc liés. D'autre part, et d'après la position des deux gènes sur le chromosome, on peut déduire que la distance qui les sépare est de 10 centimorgans. Donc 18 moins 8. Dans le document 3,
on observe deux chromosomes homologues bichromatidiens entre lesquels se trouvent des chiasmas qui indiquent qu'il y a des échanges de chromatides entre les deux chromosomes homologues par crossing over, c'est-à-dire un brassage intrachromosomique. Les deux gènes étudiés sont donc liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome, avec linkage relatif, c'est-à-dire qu'il se passe un crossing over chez certaines cellules mères des gamètes lors de la méiose. Ainsi, on peut expliquer les résultats du deuxième croisement par le brassage intrachromosomique qui permet à chaque hybride de produire 4 types de gamètes avec les proportions 45% grand N petit r, 45% petit g grand S, tous les deux types parentaux, 5% grand N grand S recombiné et 5% petit g petit r également recombiné. Question 4. Donnez l'interprétation chromosomique du second croisement et précisez les résultats statistiques attendus de ce croisement. Alors, l'interprétation chromosomique, comme on a fait dans les précédentes vidéos, on commence toujours par le phénotype, ou bien les phénotypes des parents qu'on a croisés. Donc dans ce cas, on a croisé F1 de phénotype grand N grand S, F1 grand N grand S. Donc les génotypes, ils sont hybrides, hétérozygotes, donc, mais il faut écrire sur le même chromosome grand N avec petit r et sur l'autre chromosome petit g avec grand S. Ensuite la méiose, et dans ce cas il se passe avec un brassage intrachromosomique qui permet la formation de 4 types de gamètes pour chaque hybride, mais attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de considérer 25% pour chaque gamète. Ce n'est pas 25%, les gènes sont liés avec brassage intrachromosomique. Donc d'après la distance, on a 5%, 5% pour les recombinés et 45%, 45% pour les parentaux. Et après la fécondation avec l'échiquier de croisement. Alors, voici notre échiquier de croisement. D'abord les gamètes, mâles par exemple, donc grand N petit r 45%, petit g grand S 45%, les recombinés grand N grand S 5% et petit g petit r 5%. De même pour les gamètes femelles, c'est la même chose qui se répète. Alors prenons la première case, le premier cas de fécondation. On a grand N, petit r. Donc le phénotype sera grand N, petit r. Mais quel est son pourcentage? Ce n'est pas bien sûr, ce n'est pas 1 sur 16. Ça doit être 45 qui multiplie 45 qui divise 100. Donc 45 fois 45 qui divise 100, ça va donner 20,25%. Donc cette case, elle est représentée à 20,25%. La même chose pour les autres cases. Donc pour gagner un peu de temps, on va passer rapidement. Et maintenant, on va faire notre compte, les statistiques. Alors NR, on a 3 cas, mais qui représentent 24,75%. Comment on a obtenu 24,75%? Donc première case 20,25%. La deuxième case tout à fait à droite, c'est 2,25 et la dernière case en bas, 2,25. On fait la somme, on trouve 24,75. Le deuxième phénotype, NS par exemple. Donc vous allez trouver différentes cases. Si je fais la somme de toutes les cases en rose, de phénotype grand N, grand S, on va trouver 50,25%. Donc 20,25 plus 2,25 plus 20,25 plus 2,25 et ainsi de suite. Donc la somme de toutes ces cases fait 50,25%. Troisième phénotype, par exemple GS. On a 3 cases qui représentent 24,75%. Donc 20,25 plus 2,25 plus 2,25, c'est 24,75. Et il nous reste une seule case, petit g, petit r, donc qui représente 0,25%. 5 qui multiplie 5 qui divise 100. Et c'est la race qu'on cherche, géante et résistante. Dernière question, déterminer la suite des croisements qui permettrait d'obtenir le maximum de plantes géantes et résistantes
à partir des races parentales P1 et P2. Donc on vous donne les deux races P1 et P2 et on vous demande d'essayer d'isoler une race géante et résistante. Quels sont les différents croisements que vous allez faire? Alors raisonnons un petit peu et préparons notre réponse. La race qu'on veut obtenir est de phénotype géante et résistante, c'est-à-dire petit g, petit r. C'est-à-dire qu'elle est homozygote double récessive de génotype petit g, petit r, petit r. On a à notre disposition P1 et P2. Donc je peux considérer un premier croisement P1 avec P1. Si je croise P1 avec P1, grand N petit r, grand N petit r, je vais obtenir 100% grand N petit r. Ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas m'aider à obtenir la race que je cherche. La deuxième possibilité, je croise P2 avec P2, petit g grand S avec petit g grand S. Là aussi, je vais obtenir 100% petit g grand S, ça ne m'intéresse pas. La troisième possibilité, je croise P1 avec P2, grand N petit r avec petit g grand S, c'est le premier croisement de notre exercice. Et on a obtenu une génération F1, une première génération, grand N, grand S. Ce n'est pas ça qu'on cherche, naine est sensible. Mais dans son génotype, on a les deux allèles petit g et petit r. Ça pourrait être intéressant. Donc la première étape, c'est croiser P1 avec P2. Deuxième étape, si je croise F1 avec P1. Alors F1 c'est grand N, grand S, P1, grand N, petit r. Alors F1 va former 4 types de gamètes avec des proportions différentes, 45, 45, 5%, 5%, alors que NR va former un seul type de gamète, 100%. Et après la fécondation, on va obtenir 50% grand N petit r et 50% grand N grand S. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Si je croise F1 avec P2, donc toujours F1 il va former 4 types de gamètes avec 45, 45, 5%, 5%. GS va également former un seul type de gamète, 100%. Et dans ce cas aussi, on va obtenir 50% grand N grand S et 50% petit g grand S. Ce n'est pas non plus ce qu'on cherche. Et donc, la seule possibilité, c'est de croiser F1 avec F1. C'est le deuxième croisement de notre exercice. Et on a obtenu 4 phénotypes différents, 2 phénotypes parentaux, 2 phénotypes recombinés. Donc 24,75, 24,75, 50,25 et 0,25%. Et ce 0,25, c'est la race recherchée, géante et résistante. Donc si je croise cette race entre elles, on va obtenir 100% de géante résistante. Et donc on a atteint notre objectif. On a obtenu la race qu'on cherchait. Donc la deuxième étape, croiser F1 avec F1. Et la troisième étape, la dernière, croiser le double récessif avec le double récessif. Enfin, on répond à la dernière question. La race désirée est géante et résistante, petit g, petit r, donc double récessive. Pour obtenir cette race à partir des parents disponibles, P1, grand N, petit r et P2, petit g, grand S, il faut réaliser la séquence des croisements suivants. Premier croisement, on va croiser P1 avec P2, qui donne une race hybride F1, grand N, grand S. Deuxième croisement, on va croiser F1 avec F1 pour obtenir une faible proportion de la race désirée petit g, petit r, 0,25%. Enfin, le troisième croisement, on va croiser les doubles récessives entre elles, petit g, petit r avec petit g, petit r, et on va obtenir 100% de la race désirée petit g, petit r. Voilà, j'ai essayé à travers cet exercice de vous proposer un cas différent des autres cas déjà traités dans les vidéos précédentes. J'espère que vous le trouverez intéressant et qu'il vous sera utile dans votre préparation. Bon courage et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.